Et donc on va parler de la déclaration préalable à l'installation d'un pylône et d'une antenne. Puisque ce soir on va parler notamment des antennes, puisqu'on va parler de propagation et d'antennes, et donc on va commencer par faire un peu de législation au niveau de cette installation d'antenne. Alors, tous les présentations PDF que j'ai faites là, c'est issu de l'excellent article qui a été diffusé sur notre site internet qui s'appelle Droit à l'antenne. Donc vous l'avez là, le lien, et vous l'avez aussi sur le site du Radio Club. Voilà, je vous passe le lien au cas où ça vous intéresse. Lequel le lien que je n'ai pas? Où est-ce qu'il est passé? Je l'ai pas, mais de toute façon vous le trouvez facilement sur internet, et même je pense que vous tapez droit à l'antenne F6KGL et vous le trouvez sur votre moteur de recherche préféré. Alors premièrement, et ça j'insiste toujours, avant toute chose, il faut consulter le PLU, donc le plan local d'urbanisme de votre commune. Donc le PLU, c'est un document qui est consultable en mairie, qui est public, donc pas de problème pour le consulter, c'est pas quelque chose de secret, et même souvent c'est diffusé sur internet, alors avec une forme un peu plus sympathique de présentation que le document officiel, mais vous avez au moins dans ce document les servitudes que l'on peut trouver dans votre commune. Et nous, les deux servitudes qui vont nous intéresser, ce sont les servitudes radioélectriques, et notamment les protections contre les brouillages. Alors, le nom barbare dans les PLU, ça s'appelle le PT1, donc protection des télécommunications 1. 1, c'est pour les réceptions, donc il est interdit de brouiller, et quand vous êtes en émission, il est interdit de construire de telle sorte que ça empêche l'émission de se faire autour de la station d'émission. Voilà. Vous avez les PT1, les PT2. Les PT1, c'est ce qui va nous intéresser, c'est pour la protection du centre de radioélectrique, la protection de réception. Donc, grosso modo, il est interdit de perturber la réception d'un centre radioélectrique qui est donc où il y a donc une servitude radioélectrique. Deuxième zone qui va nous intéresser, ce sont les zones de protection du patrimoine. Alors, c'est assez connu ça, c'est-à-dire que dans un périmètre de 500 mètres autour d'un site classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques, il faut demander l'autorisation à l'architecte des bâtiments de France pour obtenir une déclaration préalable de travaux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en urbanisme autour de ces sites classés ou inscrits. Et donc, ces sites-là sont nommés AC dans les PLU. Alors, quelquefois, ça va au-delà des 500 mètres du monument classé, enfin du monument historique tout au moins, et quelquefois, ça va un peu au-delà. Ça s'appelle des ZPP, donc des zones de protection du patrimoine. Et ça, c'est surtout valable dans les petits villages où vous avez des maisons typiques, et évidemment, il est préférable de ne pas trop amocher ces zones-là. Et donc, dans le cas d'une ZPP, il faut avoir un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France. Alors, si vous consultez votre service de l'urbanisme, ils vont vous donner ses coordonnées, vous inquiétez pas. Mais surtout, il faut obtenir son avis favorable avant de déposer la déclaration préalable, puisque c'est quelque chose qu'on doit déposer avec. Voilà. Et un conseil, si vous êtes dans un de ces cas-là, c'est-à-dire servitude ou zone de protection, surtout, il est préférable de consulter un service juridique spécialisé, typiquement celui du REF,
voilà, est vraiment spécialisé, mais d'autres services juridiques, notamment avec votre police d'assurance, peut faire l'affaire, mais attention, il faut vraiment qu'ils connaissent bien le dossier des antennes et notamment des pylônes. Ensuite, tout va dépendre de votre situation. Soit vous êtes propriétaire et votre installation n'est pas dans un immeuble collectif ou une copropriété, donc typiquement un pavillon, comme moi, voilà. Donc là, dans ce cas-là, pas de problème, on va directement à l'étape déclaration. Mais par contre, si vous êtes locataire ou simple occupant, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de payer un loyer, typiquement si vous avez un logement de fonction, hein, donc à titre gratuit, vous êtes occupant. Donc si vous êtes locataire, occupant ou copropriétaire, dans ce cas-là, il faut se renseigner auprès du syndic ou du propriétaire, ou parfois les deux, pour avoir accès au toit et expliquer le projet, puisque il va falloir que vous installiez quelque chose sur un bâtiment qui n'est pas votre propriété. Et pour cela, il faut envoyer un courrier recommandé. Alors il y a des tas de modèles sur ce site-là, donc F6CQA qui a mis à disposition des tas de modèles. Voilà, je vous en ai mis un qui est le modèle standard. Voilà, donc par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que je vais procéder à l'installation des antennes qui requièrent l'exploitation d'une station émettrice-réceptrice du service amateur sur le toit de l'immeuble dans lequel je réside, conformément aux dispositions de la loi 66-457 et du décret 67-1171. La loi de 66, elle s'applique à tout le monde, que l'on soit copropriétaire, locataire ou simple occupant. Voilà, donc en fait, voilà, c'est pour prévenir qu'on va peut-être faire des travaux et que donc on demande d'avoir l'accès au toit, puisque la plupart du temps, les installations se font sur le toit des immeubles. Et puis évidemment, il y a quelques pièces à fournir en justificatif là, que je vous ai mis ici. Mais encore une fois, vous trouvez ce modèle de lettre sur le site de F4CQA que je vous ai mis ici. Donc le syndic ou le propriétaire peut demander que le matériel soit installé par un professionnel pour des raisons évidentes d'assurance. Et donc le propriétaire ou le syndic doit répondre à votre courrier recommandé dans le mois qui suit. S'il ne répond pas, ça veut dire qu'il est d'accord. Et donc c'est ça qui est important et qui est indiqué dans cette loi de 66. Et donc passé ce délai d'un mois, s'il n'y a pas de réponse, il y a ce qu'on appelle forclusion, c'est-à-dire que le propriétaire qui saisirait un tribunal, en l'occurrence le tribunal d'instance, eh bien il serait débouté. Donc voilà, il n'aurait aucun recours. Donc voilà, en règle générale ça se passe bien, mais bon, l'idée aussi quelque part, c'est avant d'envoyer le courrier recommandé, c'est d'aller voir le propriétaire ou le syndic et de lui expliquer ce que l'on va faire. Alors peut-être pas lui expliquer qu'il a un mois pour répondre, s'il n'est pas d'accord, mais voilà, qu'au moins lui expliquer quoi il va, pourquoi on va lui envoyer une lettre recommandée. Et quelquefois, ça se passe, enfin la plupart du temps, ça se passe très bien. Je vous rassure. Une fois qu'on a le délai d'un mois quand on est propriétaire, copropriétaire, locataire ou occupant, on va faire un dossier. Donc ça s'appelle une déclaration préalable. Et voilà. Alors qu'est-ce que comprend, enfin, quelle forme prend cette déclaration préalable? Eh bien en fait, elle concerne essentiellement les constructions dont font partie les pylônes, les constructions dont la hauteur au-dessus du sol, et c'est ça qui est très important, c'est au-dessus du sol, est supérieure à 12 mètres. Et donc il faut comprendre dans la hauteur du pylône
l'antenne verticale qu'il y a sur le pylône au cas où. Attention à l'expression au-dessus du sol. C'est-à-dire que si vous installez votre bout de pylône, même s'il fait 3 mètres sur un bâtiment qui fait 10 étages, de toute façon, il fera automatiquement plus de 12 mètres. Voilà, faites attention à ça, d'autant plus que, on va le voir après, le problème c'est qu'il faut faire aussi une déclaration préalable si vous modifiez l'aspect extérieur de la construction, de votre immeuble. Et typiquement, si vous rajoutez un pylône, même s'il fait que 3 mètres de haut, eh bien ça modifie quand même l'aspect extérieur, tout au moins il y a de la jurisprudence là-dessus, et donc vous êtes obligé de faire une déclaration préalable. Tout au moins la jurisprudence montre que quand on a fait une déclaration préalable, quand bien même le pylône fait 3 mètres, aucun recours est possible. C'est ce qu'on appelle pas opposable au tiers, c'est-à-dire à partir du moment où la demande a été instruite par la mairie, par les services de l'urbanisme de la mairie, eh bien, vous pouvez pas, un tiers, donc un voisin par exemple, ne peut pas s'opposer à l'installation de votre antenne sous prétexte que ça va rendre moche le bâtiment. C'est pas quelque chose de valable. Voilà, donc faut le savoir, d'où l'intérêt, même si le pylône n'est pas très grand, et en particulier aussi vis-à-vis des voisins, même si votre pylône ne fait pas 12 mètres, un pylône plus antenne ça fait pas 12 mètres, vous avez quand même intérêt à faire une déclaration préalable, c'est un peu de paperasse, mais au moins comme ça, vous êtes peinard et personne viendra vous embêter, même 20 ans plus tard. Et donc, si on construit le pylône, évidemment, si on installe le pylône, mais pas contre le pignon de la maison, évidemment, il vit sa vie tout seul, et donc, voilà, il n'est pas relié à la maison. Mais par contre, si vous installez votre pylône contre un pignon ou sur le toit, là, évidemment, ça va modifier l'aspect extérieur de la construction. Et donc, dans ce cas-là, il faut déposer une déclaration 13404. Je vous ai mis ici le lien. Alors, juste un truc, les constructions provisoires, donc de moins de 3 mois, ne sont pas soumises à cette déclaration. Et d'autre part, alors ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit concerné, mais si vous êtes sur un immeuble classé, donc c'est quand même généralement c'est un château, quoi. Dans ce cas-là, il faut un permis de construire. Voilà, donc les châtelains, en règle générale, ils construisent pas ça sur leur château, ils construisent ça sur la petite dépendance, la maison du gardien à côté. Ici, je vous ai mis des copies d'écran de la déclaration préalable. Alors là, en fait, la première page de cette déclaration préalable, c'est ce qui va servir de récépissé quand vous allez la déposer au service de l'urbanisme de la mairie. Donc il faut que vous remplissiez, cette partie-là va être remplie par le service d'urbanisme de la mairie. Vous remplissez les deux parties-là, c'est-à-dire votre identité, et puis ici l'adresse, donc votre adresse personnelle, et ici la localisation de l'installation. Parce que vous pouvez très bien aussi demander l'installation pour votre résidence secondaire. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas la même adresse ici et ici. Voilà. En règle générale, c'est bien la même adresse que vous avez ici pour vous en tant que demandeur, et ici la localisation des travaux à entreprendre. Et puis vous avez des références cadastrales qu'il faut avoir, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir dans sa poche le syndic ou le propriétaire pour avoir ces informations-là, qui évidemment ne sont connues que des syndics ou des propriétaires. Une case à cocher ici en page 4, c'est non, c'est même pas la page 4, c'est beaucoup plus loin. Je me souviens plus du numéro de la page. Enfin, en tout cas, ici, là, vous avez nouvelle construction, et ici, vous expliquez ce que vous faites sommairement,
sachant que c'est cette explication que vous allez reporter après sur votre panneau d'affichage, les fameux panneaux d'affichage qu'on voit quand on fait des déclarations de travaux. Des déclarations préalables, pardon. Et ici, daté, signé, et c'est parti. Il faut aussi donner des pièces annexes. Alors vous avez toute la liste là. Vous avez, alors je vous ai rajouté ici le nombre d'exemplaires qu'il faut mettre dans le dossier. Et quand on dit 6 exemplaires, la personne au service de l'urbanisme, il va compter les pièces et il va les numéroter. Hein. Donc n'en oubliez pas. Donc le DP1 c'est le plan de situation. Donc c'est grosso modo savoir où c'est dans la ville. Le DP2 c'est le plan de masse, donc c'est plus précisément c'est votre lot cadastral, hein. Alors votre pavillon, l'immeuble, peu importe, mais enfin voilà, c'est le plan de masse et c'est la vue du dessus. Donc c'est vous reprenez votre plan cadastral et vous dites précisément où va se trouver votre pylône. L'échelle doit être comprise entre 1/50e et 1/500e. Le DP3 c'est le plan en coupe. Donc généralement c'est deux côtés. Alors vous pouvez faire un plan de côté, mais vous pouvez aussi en faire deux qui sont perpendiculaires pour bien montrer ce que c'est et qu'est-ce que vous allez faire. Donc c'est le plan en coupe. Le DP6 c'est en fait c'est la représentation de l'aspect extérieur après réalisation des travaux. Donc en fait vous prenez une photo avant, vous faites des petites retouches avec le logiciel qui va bien, et ça vous donne donc le résultat final. Et le DP7, c'est une photographie de la rue, par exemple, qui permet de voir où se trouve votre maison. Il n'y a pas besoin de la retoucher, cette photo-là. C'est juste pour que la personne du service de l'urbanisme, elle sache de quelle maison on parle. Et enfin, il vous faut ajouter l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, s'il y a lieu. Et j'ai oublié de vous dire, dans le cadre 7, dans la page 7 cadre 6, il faut indiquer donc ce papier et dire à quelle date on a obtenu cet avis favorable. Et évidemment, joindre l'avis favorable à la déclaration préalable. Une fois que vous avez fait votre dossier, vous allez le remettre en mairie. En mairie, ils vont vous tamponner la première page, là ils vont vous la tamponner ici, et ils vont vous rajouter ici le numéro du dossier. Donc les 3 premiers chiffres c'est votre département, puis la commune, puis je sais plus quoi, enfin en fait les caractéristiques ici de votre dossier. Il faut afficher ce récépissé devant l'endroit où vous allez installer votre pylône. Il faut l'afficher pendant 1 mois. Une fois qu'il a été... et vous attendez avec angoisse que vous n'ayez pas de courrier recommandé de la mairie qui vous dise soit je vous interdis de le faire, ou j'ai besoin d'une pièce complémentaire. Parce que si c'est interdit, c'est un peu compliqué. Et si c'est une pièce complémentaire, le délai d'1 mois est reconduit, tant que vous n'avez pas déposé la pièce complémentaire. Voilà, donc normalement, en règle générale, ça se passe bien, et vous affichez juste ici le récépissé pendant 1 mois. Une fois que le récépissé a été affiché, vous devez afficher la fameuse déclaration de travaux. C'est les grands panneaux que vous voyez toujours devant les chantiers. Et donc ça, c'est affiché pendant 2 mois. Donc c'est un gros panneau. Vous en avez dans tous les magasins de bricolage en vente. Donc c'est pas la peine de vous embêter à le faire vous-même. Et donc c'est au moins pendant 2 mois et jusqu'à la date de réalisation des travaux. Donc il faut que vous ayez ça devant chez vous, que ce soit, alors peut-être pas sur la rue, mais enfin que ce soit lisible depuis la voie publique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le recours des tiers. C'est-à-dire que c'est avec ça que, éventuellement, on aura un grincheux qui pourra venir en mairie au service de l'urbanisme en disant qu'est-ce que c'est que ce type-là qui monte une antenne.
Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà, donc une fois que, après les 2 mois d'affichage, alors juste un truc, prenez des photos de ces deux affichages pour pouvoir acter de la date à laquelle vous avez posé ces panneaux, ou sinon faites appel à un huissier qui constate que vous avez bien posé les panneaux à telle date. Ça coûte un peu cher, mais bon, voilà, une photo ça coûte moins cher. Après l'installation, donc une fois les 2 mois, jour pour jour, depuis le début de l'affichage, vous pouvez procéder à l'installation de l'antenne. Voilà. Donc vous avez entre 2 mois et jusqu'à 2 ans après le dépôt du dossier. Donc il faut que ce soit réalisé dans les 2 ans. Si c'est pas réalisé dans les 2 ans, il faut reprendre la procédure au départ, au démarrage. Bon, en règle générale, on le fait dans les 2-3 mois selon la météo. Une fois qu'on a installé l'antenne, dans les 90 jours qui suivent la fin des travaux, il y a une déclaration à faire, la déclaration de fin de travaux. Et donc vous avez à reprendre, ça ressemble beaucoup à la déclaration initiale, donc vous reprenez toutes les indications, tous les numéros de dossier, etc., votre prénom. À un endroit, on vous demande de rajouter ici la surface qu'on a rajoutée. Évidemment, vous mettez 0 mètre carré. Un pylône ne génère pas de surface au sol, hein. C'est 0 mètre carré. Sachez que cette surface, là, c'est ce qui va déterminer votre taxe foncière. Donc vous avez intérêt plutôt à mettre 0 mètre carré. Vous datez, vous signez, et vous remettez ça, encore une fois, en mairie, et c'est fini. Éventuellement, les services de l'urbanisme peuvent constater jusque 6 mois après la fin des travaux que ce que vous avez réalisé, c'est conforme à ce que vous aviez mis dans votre projet. Petite chronologie que je vous ai rajoutée ici de tous les de tout ce qui a à faire. Donc ici la déclaration préalable, 1 mois qui est donc le délai d'instruction du dossier en mairie. Donc ça c'est l'affichage du récépissé de déclaration de dépôt. Ensuite, après ce délai, s'il n'y a pas eu de réponse de la mairie, on a le délai de recours des tiers, et donc ça c'est le panneau d'affichage qui qui va jusque l'installation de l'antenne. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici 22 mois complémentaires, hein. 2 mois plus 22 mois, ça fait bien mes 2 ans. Et après l'installation du pylône, 90 jours après, c'est la déclaration 13408, la déclaration d'achèvement de travaux. Et la mairie peut venir encore pendant 6 mois constater si les travaux sont bien conformes au projet. Voilà, donc c'est un peu long, contraignant, mais c'est surtout opposable au tiers, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez ce papier-là, eh bien vous êtes entre guillemets protégé, et donc personne ne peut venir vous dire c'est moche, veuillez me démonter ça. Dernière précaution, évidemment, vous conservez bien votre dossier, parce que ça c'est un petit retour d'expérience qu'a eu un des membres du Radio Club F6KGL, F5KFF. Donc il m'avait fait un petit mot. Un grincheux fraîchement élu président du conseil syndical et se sentant investi de pouvoir de régenter la copropriété peut venir vers vous 20 ans plus tard pour que vous puissiez lui justifier que vous avez bien eu le droit d'installer tout ce matériel sur le toit de la copropriété. Bien entendu, le syndic ne se mouille pas et dit qu'il n'a pas de dossier, et donc il a fallu descendre à la cave et faire de la spéléo pour exhumer ce fameux dossier. Voilà, donc voilà, gardez-le, pas trop loin quand même, mais surtout gardez-le. Et surtout, si vous commencez à sentir que ça s'en mange mal, consultez, si vous ne l'avez pas déjà fait, consultez des services juridiques spécialisés avant de tenter de solutionner les litiges par vous-même,
parce que quelquefois, on fait pire que ce que l'on aurait eu si on avait bien fait les choses en passant par en suivant les conseils de services juridiques. Voilà, donc c'est tout ce que l'on peut dire sur cette déclaration préalable. Alors, il y a des questions. Est-il possible d'installer un doublet entre deux cannes à pêche en fibre de verre? Si oui, est-ce pareil qu'un pylône? Alors, où est cette canne à pêche et ces fibres de verre? Si c'est sur une terrasse, de toute façon, il va vous falloir l'autorisation de monter sur le toit, et donc peut-être pas la déclaration préalable, mais au moins la lettre recommandée à la copropriété ou au syndic ou au propriétaire pour installer quelque chose sur le toit. Ça, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas le faire comme ça. Voilà. Et tant qu'à faire, moi je vous conseille, tant qu'à faire, puisque un doublet avec deux cannes à pêche, vous allez pouvoir faire que du décamétrique. Et si vous voulez faire autre chose et monter notamment une directive en 144, vous allez être obligé de monter peut-être pas un pylône, mais au moins un mât. Et un mât, voilà, il y a le risque de après se retrouver coincé, de devoir justifier le fait que voilà, on a juste une petite autorisation, et alors qu'une déclaration préalable, encore une fois, c'est opposable au tiers. Donc 20 ans après, il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit votre installation elle est peut-être là depuis 20 ans, mais elle n'est pas belle et donc je vous la retire. Et ça, c'est arrivé très 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 souvent. Donc avec une déclaration préalable, au moins ça, vous êtes tranquille, personne ne viendra vous embêter. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. Mais je suis d'accord que c'est un peu peut-être difficile et dur de monter un tel dossier pour juste 3 petits bouts de fil que l'on met sur la terrasse, mais tant qu'à faire, par la suite, on met un truc un peu plus conséquent. Voilà. Donc encore une fois, le document sur lequel je suis parti pour faire ça, il est ici. Donc vous tapez droit à l'antenne F6KGL et vous allez tomber dessus sans problème. Ça fait 4 pages et tout est renseigné. Alors il n'y a pas les copies d'écran de toutes les déclarations, mais vous savez comment c'est fait. Alors sur le balcon, il n'y a pas de problème. Le balcon, ce n'est pas une partie privative. Donc une canne à pêche sur le balcon, oui, il n'y a pas de problème. D'autant plus que ça peut être considéré comme quelque chose de temporaire. Et donc je vous ai dit au départ que les installations temporaires ne sont pas soumises à déclaration. Voilà, donc voilà. Alors, escamotable ou pas escamotable, le pylône doit être déclaré, parce que quand on parle de hauteur de pylône, c'est lorsqu'il est déployé. Même si vous le déployez pas souvent, c'est lorsqu'il est déployé, et c'est ça qui fait la hauteur du pylône. Voilà. Et encore une fois, alors donc l'installation entre un arbre et une cheminée, après je sais pas trop. Alors si ça reste érigé moins de 3 mois, pas de problème. Il n'y a pas de déclaration à faire. Voilà. Donc après, regardez bien le texte. Voilà. Donc c'est à vous de voir les plus et les moins, et puis à vous faire votre opinion et décider de ce que vous voulez faire.